Alors, voyons voir. Aujourd'hui, nous parlons un peu de l'automne. Nous parlons aussi, bien sûr, de nos yeux. Et la raison, c'est que lorsqu'on arrive à l'automne, ici au Canada, on a la chance de voir des feuilles, des arbres qui changent de couleur. Donc, cette ambiance de jaune, rouge et brun qui vient avec la fin de l'été. On a aussi, pour pouvoir bien apprécier l'extérieur, on a besoin de nos yeux, bien sûr. Comme ça, nous pouvons voir notre environnement. Nous pouvons aussi prendre des belles photos. Et bien sûr, certaines personnes d'entre nous avons besoin de lunettes pour pouvoir soit voir de loin ou de près. Donc, ce sont un peu les sujets que nous allons avoir aujourd'hui. Alors, bonjour chiffre alphabet, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis content que tu sois avec nous. Donc, comme je mentionnais, on va parler des yeux aujourd'hui, on va parler de l'automne et bien sûr, si vous avez une question, bien sûr, mettez-le dans le chat, ça me fera plaisir de répondre à celle-ci. C'est la raison principale que je suis ici avec vous. Alors, pour commencer un peu, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelques photos intéressantes sur... je suis allé prendre quelques marches ici et là depuis quelques semaines et je vais vous montrer quelques petites choses. Donc, voyons voir. Donc, ça ici, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques jours pour pouvoir, donc le 5 octobre. Donc, ça fait juste quelques jours. Et on peut voir ici que nous avons les arbres qui changent de couleur. Donc, je sais que je ne sais pas où vous êtes, mais bien sûr, où vous avez la chance de pouvoir apprécier l'automne, vous avez sûrement des choses spécifiques à votre région, bien sûr. Donc, je vais juste m'assurer que vous voyez la photo. Donc, ici, on peut voir qu'il y a quelques arbres qui changent de couleur, d'autres qui ne changent pas. Chose intéressante, un arbre qui tourne au jaune comme ceci, j'en ai un devant ma maison et toute la semaine, ça a été très nuageux. Et chose intéressante, avec moins de soleil, l'arbre décide de dire, OK, je n'ai pas assez de rayons lumineux qui viennent à moi, donc c'est le temps d'arrêter de maintenir mes feuilles. Ça veut dire que les chloroplastes qui sont à l'intérieur des feuilles, donc et les chloroplastes ont de la chlorophylle alors ça fait partie de ce fonctionnement lorsque la feuille prend l'énergie du soleil pour le transformer en glucose ou d'autres blocs de construction pour cette plante. Donc, elle dit, je ne garde plus mes chloroplastes en santé, ceux-ci qui sont verts disparaissent, et donc on se retrouve avec la couleur de base de la feuille. Et chose intéressante, aujourd'hui il pleut beaucoup, ça veut dire que je regarde l'arbre devant la maison et presque toutes ses feuilles sont tombées. Mais il faut remarquer que ce ne sont pas tous les arbres qui sont les mêmes, parce que si on peut voir qu'il y a de ce côté-ci, des arbres qui sont encore très verts. On a les saules-pleureurs derrière qui sont encore très verts. Donc, ça nous donne la chance d'avoir une saison qui est plutôt prolongée. Donc, demain, il est supposé faire super beau. Donc, à la maison, je vais préparer ma caméra et on va aller prendre quelques photos demain pour que je puisse partager avec vous d'autres photos intéressantes. J'aimerais aussi vous montrer que je suis allé prendre une marche dans un parc. Donc, près de chez moi, il y a un parc qui s'appelle un jardin botanique. Alors, c'est le jardin royal botanique de Hamilton, près de Toronto. Et c'est un endroit qui est près du lac. Donc, il y a beaucoup de ces petits ruisseaux et rivières qui se retrouvent à cet endroit et qui finissent dans le lac Ontario. Donc, ici, chose intéressante, on peut voir qu'il y avait des étangs d'eau qui sont fantastiques, mais celui-ci est plutôt fermé. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de vers sur l'eau. Donc, on peut même voir qu'il y a des petits canards qui sont passés et ont fait des petits chemins. Tiens, je vais vous montrer une autre photo. Voici le petit canard. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de petites algues. Et la raison de cela, c'est que nous avons ici notre petit étang. Et il y a l'eau qui arrive de plusieurs petits ruisseaux, petites rivières. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a, donc, les personnes, les agriculteurs vont mettre des engrais pour pouvoir faire pousser les plantes plus rapidement. Alors ça, c'est fantastique pour l'agriculture, c'est fantastique pour nous parce qu'on a besoin de nourriture. Mais la difficulté, c'est qu'on peut se retrouver avec des composés d'azote
et aussi des composés de phosphore qui se retrouvent dans les ruisseaux. Ça, ce sont des engrais chimiques utilisés par les agriculteurs pour faire pousser les plantes plus rapidement. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque ceux-ci, avec les écoulements, se retrouvent dans l'étang, on a ici un réservoir d'eau qui reçoit une quantité de produits qui contiennent de l'azote et du phosphore, qui sont des engrais fertilisants. Et donc, les plantes qui sont dans l'étang ont tous ces nutriments pour pouvoir grandir et croître. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des étangs. Et je ne sais pas si j'avais pris quelques photos. Voyons voir si j'ai une autre photo plus claire. J'avais celle-ci aussi. Donc, on a ici un phénomène qu'on appelle de l'eutrophisation. Eutrophisation. Ce phénomène ici, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène où il y a une surcroissance des plantes. Et la difficulté avec ceci, c'est qu'il y a moins de soleil qui va en profondeur. Ça veut dire que les petites plantes qui sont dans le fond de l'étang n'ont pas assez de lumière pour pouvoir croître. Puisqu'il y a une augmentation de la matière végétale dans cet étang, une autre conséquence intéressante qui est un peu dommage, c'est qu'il y a la décomposition de plantes mortes. Et cette décomposition qui se fait par bactéries enlève de l'oxygène de l'eau. Ça veut dire que s'il y a des poissons ou plusieurs ou la majorité des organismes à l'intérieur de cet étang, surtout avec des branchies, finissent par mourir parce qu'ils n'ont pas, parce que tout l'écosystème de l'étang est affecté. Affecté par quoi? Affecté par ces nutriments qui sont utilisés par les humains qui peuvent se retrouver dans les petits étangs. Vous allez dire, oui, mais c'est une petite étang, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est une façon de se rappeler qu'il faut faire attention à nos écosystèmes. Si nous mettons des engrais pour faire croître de la nourriture en agriculture, OK, il faut peut-être penser, est-ce qu'on peut modifier les quantités qui sont nécessaires? Comme ça, on peut maximiser la croissance de nourriture, mais minimiser l'impact dans l'environnement. Donc ça, c'est intéressant. Alors ça, c'était un des sujets que je voulais mentionner avec vous. Et c'est très intéressant pour moi de pouvoir montrer des photos dans notre session live aujourd'hui avec le nouveau logiciel que j'utilise pour vous. Ça me permet de pouvoir le faire. Et bien sûr, ça va me permettre de pouvoir mettre toutes sortes de photos que j'ai depuis longtemps et nous rappeler que les sciences, c'est comme une profession d'observation. On a une idée, on expérimente, on observe et on adapte ce que nous avons comme résultat pour pouvoir améliorer les expériences et bien sûr améliorer nos vies. C'est bon. Donc, bien sûr, je suis ici pour vos questions. Alors, en attendant que des questions arrivent, je montre certaines de ces photos et voilà. Alors, c'est bien. Donc, ici, on peut voir, c'était le 26 septembre. Donc, on peut voir que ici, les feuilles n'avaient pas changé de couleur encore. Donc, on peut voir du 26 septembre au 5 octobre, il y a un changement de couleur automnale. Mais bien sûr, il y a en plus de cette semaine à la semaine prochaine, il y a des grands changements. Et je vais vous montrer ça la semaine prochaine. C'est bon. Alors, c'est bien, c'est bien. Voyons voir. Nous allons parler des yeux aujourd'hui. La semaine passée, on avait parlé d'un sujet pour la vision et j'oublie, il y a tellement de choses qui s'est passé. Je l'ai mentionné comment est-ce que les lentilles font que nos yeux peuvent absorber la lumière et ainsi envoyer l'information à notre cerveau pour qu'on puisse voir notre environnement. Alors, voyons voir. Première chose à penser, il faut penser lentille. Maintenant, je vais prendre la lentille de base, parce que la lentille de base, oh tiens, je vais enlever la photo. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu mieux. Voilà, voilà. Les lentilles et la lentille de base que je vais utiliser,
C'est ce qu'on appelle les lentilles convexes comme ceci, biconvexes. Et la raison, c'est que il y a une lentille comme ceci dans chacun de nos yeux. Et je vais expliquer comment est-ce que l'information de l'extérieur finisse par aller dans nos yeux. Donc, voyons voir. Première chose à considérer, c'est que la lumière va toujours en ligne droite. Ça, c'est la première chose importante. Donc, la lumière veut toujours aller en ligne droite parce que celle-ci, c'est une onde et celle-ci, s'il n'y a pas d'obstacle, va toujours aller dans la même direction. Maintenant, chose intéressante, s'il entre en contact avec un objet, par exemple, qui est noir, cette lumière qui est ici est absorbée par l'objet et il n'y a pas de lumière qui quitte pour venir à nos yeux. C'est pour ça que cet objet semble noir, parce qu'il n'y a pas de lumière qui vient vers nous. Si on prend un autre exemple, voyons voir. Si on prend par exemple un cahier qui est vert comme ceci, chose intéressante, la lumière blanche arrive ici, l'objet absorbe la lumière, mais va réfléchir seulement les longueurs d'onde qui sont vertes ou seulement les longueurs d'onde qui sont bleues comme ceci. Donc l'idée, c'est qu'on a des ondes électromagnétiques ici. Et je sais que la lumière peut être interprétée comme une onde ou une particule comme un photon. Donc il y a deux aspects ici, mais prenons les ondes aujourd'hui. Alors, lorsque la lumière entre en contact avec une substance, et que la lumière passe à travers cette substance, la lumière va changer de vitesse. Donc, un exemple pour cela, si vous allez à la piscine et vous mettez votre tête dans l'eau et vous ouvrez les yeux dans la piscine, c'est plus difficile à voir. Toutes les couleurs sont floues parce que la lumière qui entre dans l'eau change de direction et c'est pour ça que c'est difficile de pouvoir bien voir. Si nous mettons des lunettes dans l'eau, dans la piscine, on a les rayons qui arrivent et puisqu'il y a de l'air entre nos yeux et la surface des lunettes, ça nous permet de pouvoir avoir des rayons qui arrivent en ligne droite à partir des lunettes et ça nous permet de bien voir. OK. Qu'est-ce qui arrive maintenant au rayon de lumière lorsqu'il entre en contact avec une autre substance? Alors, voyons voir. Comme ceci, comme cela. Oups. Ce n'est pas un miroir, c'est un... Alors, j'ai une surface plane, comme ceci, et j'ai un rayon de lumière qui arrive comme cela. Maintenant, chose à considérer, c'est que lorsque un rayon de lumière touche un point, il y a ce qu'on appelle ici une normale. C'est un vecteur. On utilise souvent le n comme cela. C'est une ligne imaginaire qui est à 90 degrés de la surface où nous sommes. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que c'est la base des leçons d'optique lorsqu'on est à mon école, lorsque les élèves ont à peu près 14-15 ans. Alors, on appelle ça la 10e année. Dans d'autres écoles, on peut dire le secondaire 4 au Québec. Je sais qu'en Europe, c'est un peu différent et en France, mais l'idée, c'est lorsqu'on a 14-15 ans, on apprend ces concepts. Lorsque la lumière passe de l'air, comme ceci, et passe par exemple à l'eau, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la lumière n'est plus dans le vide avec seulement quelques gaz, mais il entre en contact avec toutes ces molécules d'eau qu'il y a ici. Conséquence de ceci, c'est que si nous pensons à notre normale qui est perpendiculaire, la lumière va ralentir. Pourquoi est-ce qu'elle va ralentir? C'est penser au fait que vous allez voir un spectacle de musique, vous marchez, et lorsqu'on arrive à la foule et qu'il y a des centaines de personnes, il faut commencer à aller entre les personnes pour pouvoir avancer. C'est le même principe. Si on passe à travers la foule, ça prend plus de temps. Lorsqu'on sort de la foule, on peut marcher à une vitesse plus rapide.
la lumière agit un peu comme cela. Donc, on a le rayon ici qui est dans l'air, qui passe dans l'eau et ça va ralentir. Lorsque la lumière ralentit, chose intéressante, elle ne continuera pas tout droit comme ceci, mais elle va se rapprocher de la normale, comme ceci. Donc, ça, c'est un concept qui est à la base de tout ce qui est optique que l'on peut voir. Un rayon de lumière qui traverse à une certaine vitesse et qui va dans un milieu où la lumière ralentit, le rayon de lumière se rapproche de la normale et continue pour toujours. C'est bon. Ça veut dire que qu'est-ce qui arrive si nous avons une surface qui est ici et qu'on retourne dans l'air? Ça, c'est une bonne question. Donc, je vais du noir, il est ici. C'est que ici, lorsque le rayon touche la surface, donc le rayon touche la surface ici, puisqu'on a un rayon qui est ralenti à cause de l'eau et qu'il retourne à l'air, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans l'air, la lumière peut voyager plus rapidement, comme nous lorsqu'on sort d'une marche dans une foule. Et qu'est-ce qui va arriver? La lumière va reprendre sa vitesse normale. Et puisque la vitesse de la lumière sera plus grande, le rayon va s'éloigner de la normale. Ça veut dire que ici, le rayon n'est pas comme ceci, mais il sera éloigné de la normale comme cela. Donc, ça, c'est un principe qui est intéressant. Et regardez, s'il n'y avait pas d'eau, ou quelqu'un pourrait dire au lieu de l'eau, j'utilise du verre, comme le verre d'une fenêtre. On a un rayon lumineux ici. La lumière ralentit, se rapproche de la normale. Ici, retourne dans l'air et s'éloigne de la normale. Mais si vous regardez ici l'angle, on a un angle qui est ici. C'est le même angle qui est là. Donc, d'une certaine façon, la lumière suit un peu des principes de base qui fonctionnent toujours. Donc, et bien sûr, si nous avons un rayon qui est comme ceci, qui se rapproche et qui s'éloigne. Mais c'est le même principe si on regarde de l'autre côté. Si on a un rayon qui entre comme ceci, passe de l'air et va au vert, au lieu de continuer, il va se rapprocher de la normale. Et ici, on a notre rayon comme ceci. Et lorsqu'on arrive ici, ça passe du vert et ça va à l'air. Donc, au lieu de continuer tout droit, ça va s'éloigner de la normale. Donc, nous avons un rayon qui continue comme cela. Donc, peu importe la direction du rayon, ça fonctionne pareil. Pour ceux qui aiment voir des exemples comme ceci, moi, la nuit, je trouve toujours ça intéressant. Des fois, à 2 heures du matin, je me réveille et je regarde à l'extérieur de la fenêtre et je peux voir les chiffres lumineux de mon alarme qui sont réfléchis sur la fenêtre et je vois comme 2 nombres qui sont comme un peu décalés l'un de l'autre. Et la raison, c'est que dans les fenêtres de ma maison, il y a deux surfaces de verre. Donc, la lumière passe de l'air au verre, retourne dans l'air, prend la deuxième couche de verre et retourne à l'extérieur. Donc, ceci permet de faire des jeux de lumière qui sont intéressants. OK. Donc, ça, c'est à la base à savoir comment les rayons se propagent. Bien sûr, si vous avez des questions selon ce que je mentionne maintenant, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la section de clavardage. Je suis ici pour vous. Très bien. Alors, c'est bon. Maintenant, chose intéressante, si vous vous rappelez, on avait nos surfaces de verre qui étaient verticales toutes les deux. Qu'est-ce qui arrive maintenant lorsqu'on a une lentille comme cela? Ouh, ça, c'est intéressant. Donc, j'ai ici une lentille comme cela. Les principes sont exactement les mêmes. Donc, ici, je vais montrer un exemple d'une lentille. Et après ça, je vais voir comment cette lentille peut avoir les mêmes, comment on pourrait dire ça, les mêmes phénomènes à l'intérieur de nos yeux. Et je sais que sur la chaîne, si vous regardez, on appelle ça
la diffraction. La diffraction. Oh, excuse. Pas la diffraction, c'est la réfraction. La réfraction de la lumière. Je sais que j'ai fait quelques vidéos, je pense que c'est l'année passée, et qui expliquent un peu les maths et encore en détail. Mais je fais un peu de révision ici pour qu'on comprenne ce qui se passe avec les yeux. OK. Alors, chose intéressante avec la réfraction. Disons que moi, j'ai un rayon de lumière qui arrive droit comme ceci. Comme ceci. Et je vais mettre un autre rayon qui est droit comme ceci. Chose intéressante, si le rayon arrive dans le centre de la lentille, il y a les normales, mais puisque ce rayon est parallèle à la normale, le rayon continue. Il y a la normale et le rayon continue comme cela. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. OK. Qu'est-ce qui arrive si nous avons un rayon ici maintenant? Nous avons la normale à s'occuper. Et la normale, on a dit, était perpendiculaire à notre surface ici. Nous avons ici de l'air. Disons que ceci est du verre, ou ça peut être, par exemple, organique, si on prend nos yeux. Donc, nos lentilles dans nos yeux ont des propriétés qui font traverser la lumière. OK. Nous savons que si on passe de l'air à une matière où la lumière ralentit, nous avons de la lumière qui se rapproche de la normale. Donc, au lieu d'avoir un rayon qui continue tout droit, ceci-ci se rapproche de la normale et on a un rayon qui va maintenant comme ceci. Intéressant. Maintenant, ce rayon arrive à une nouvelle surface. Nous avons un rayon qui va du verre à l'air. Le rayon va pouvoir reprendre sa vitesse normale, donc à grande vitesse, puisque la lumière recommence à aller rapidement. Le rayon va s'éloigner de la normale. Donc, le rayon va s'éloigner de la normale. Et, intéressant, il y a ici une déviation de notre rayon de lumière. Donc, voyons voir ici qu'est-ce qui arrive. Nous avons notre normale ici. On passe de l'air au vert. La lumière ralentit. Elle se rapproche de la normale. Donc, la lumière ne va pas droit, se rapproche. Donc, nous avons un rayon qui est comme ceci. Nous avons un autre rayon qui est là. Nous passons du verre ou de la matière organique. Nous allons à l'air. On a la vitesse qui reprend de la vitesse, donc accélère et donc va s'éloigner de la normale. Donc, au lieu que le rayon continue tout droit comme ceci, il va changer de couleur, de direction et nous avons ici des rayons qui vont aller en un point spécifique. Donc, j'aurais dû trouver une loupe. Donnez-moi un instant, je vais voir si je peux trouver une loupe ici. Intéressant. Oups! Donc, quelqu'un a pris ma loupe, mais c'est des choses qui arrivent. Voyons voir si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis sûr qu'à la maison, si vous avez déjà utilisé une loupe, lorsque vous faites du camping ou vous allez à l'extérieur, vous prenez quelquefois une loupe, vous avez la lumière du soleil et vous pouvez le concentrer en un point. À ce moment-là, on peut faire partir un feu, on peut faire brûler du bois, on peut même faire de l'art avec du bois qui est brûlé. Donc, c'est la raison pourquoi ça arrive comme ceci. On a des rayons qui sont parallèles, qui, en passant dans une substance qui fait ralentir la lumière,
concentre la lumière. Lorsque la lumière passe de la lentille à l'air, il y a un changement de vitesse et on se retrouve avec un point qui est ici. Donc ça, c'est le principe de comment la lumière change de direction. Donc, c'est décevant que je n'ai pas ma loupe, mais c'est des choses qui arrivent. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant avec nos yeux? Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, regardons voir. Si nous avons notre œil, faisons un dessin. Nous avons comme ceci. Nous avons notre œil comme cela. Nous avons ici notre iris qui est comme ceci. Nous avons une lentille qui est là. Et nous avons des petits muscles qui sont ici. OK. Donc ça, c'est intéressant. Donc, ceci sur les petits, si je me rappelle bien, ce sont des petits muscles ciliaires. Ce sont des très, très petits muscles. Et le but de ceci, c'est que si les muscles se contractent, la lentille ici peut s'allonger comme ceci. Et si les muscles se relâchent, les muscles s'allongent et donc on a une lentille qui est plus bombée comme ceci, qui est beaucoup plus épaisse mais moins longue. Donc ça veut dire que lorsqu'on regarde nos yeux, il y a des personnes qui n'ont aucune difficulté de voir de loin ou de près, mais d'autres personnes, quelquefois, ont besoin de lunettes pour voir à distance ou ont besoin de lunettes pour voir de très près lorsqu'on lit. La question, c'est que se passe-t-il ici? Et ça, c'est intéressant. Alors, une lentille qui est bombée comme ceci, qui est très courte et épaisse, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les rayons vont être déviés beaucoup plus. Ça veut dire que si nous regardons un livre comme cela, comme ceci, comme cela, il y a de l'écriture ici, et c'est un livre sur Bonjour Science. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous avons des rayons qui partent d'un point et vont venir comme ceci. Mais à l'intérieur de notre lentille, ici, il y a des déplacements de lumière qui fait que nous avons des rayons qui se concentrent et vont aller ici et nous allons avoir notre livre qui est sur la rétine de notre œil. Donc ici, c'est important parce que notre lentille permet de pouvoir voir de très près. OK. Que se passe-t-il si moi je veux voir un arbre qui est très loin comme ceci? Les rayons vont arriver à ce moment-là, pas dans le même angle. Ils vont arriver comme si c'était de la lumière avec des rayons qui sont parallèles. Alors ici, l'œil doit s'adapter. Les muscles ici qui entourent la lentille vont se contracter, ce qui fait que nous allons avoir une lentille beaucoup plus longue. L'information arrive ici et nous pouvons avoir notre arbre qui est ici, derrière, comme cela. Donc l'idée, c'est que on peut avoir des rayons qui arrivent parallèles comme ceci, qui doivent se concentrer pour avoir une vision claire. Mais si on lit de près et on a des rayons qui arrivent comme ceci, ça prend une lentille qui est beaucoup plus épaisse pour que les rayons arrivent comme ceci et se reconcentrent à l'arrière ici. Et bien sûr, si tout va bien, cette lentille a une bonne flexibilité. Maintenant, avec l'âge, quelquefois le cristallin, quelquefois les petits muscles ici se fatiguent et donc c'est beaucoup plus difficile de pouvoir avoir un focus de notre vision. On a parlé la semaine passée que lorsqu'on étudie à la maison, par exemple, on regarde un écran souvent, que c'est pas bon pour les yeux, c'est important de pouvoir regarder à distance pour reposer
ses yeux et de revenir. Une des raisons de regarder à distance et de près, c'est que ça garde les petits muscles ici en santé. N'oubliez pas que plus un muscle bouge et on lui demande de travailler, plus il y a des vaisseaux sanguins, plus qu'il peut travailler. Donc, le fait de regarder de près et de loin aide beaucoup. Deuxièmement, en le faisant continuellement, ça nous permet de garder une certaine flexibilité ici du cristallin qui est notre lentille. Maintenant, je sais qu'il peut y avoir des petits défauts dans nos yeux, soit à cause de la génétique, soit par une blessure, soit par une égratignure. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que nous avons, avec le temps, trouvé des moyens de pouvoir nous aider avec la vision. Et ça, on utilise des lunettes ou des verres de contact. Et il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes. Voyons voir. Juste pour regarder. Ici, et on a notre cristallin. Donc, on a réalisé que si on a de la difficulté avec les yeux, on peut utiliser les lunettes. Les lunettes sont faites de verre ou de plastique, dépendant de ce qu'on utilise, mais de verre, c'est encore mieux, surtout d'excellentes lunettes. Ces lunettes agissent un peu comme une lentille additionnelle pour rediriger les rayons, pour s'assurer que l'on puisse avoir un focus à l'arrière de l'œil ici. Donc, il y a plusieurs choses que l'on peut faire, et donc, bien sûr, il peut y avoir des lunettes ici. Donc, on peut ajouter des lentilles, des lunettes. Il y a des personnes qui vont peut-être ajouter ici des verres de contact. Verres de contact. Et qu'est-ce que c'est des verres de contact? On ajoute une petite couche ici de matériel qui agit comme une lentille pour changer un peu la direction de la lumière. Comme ça, on peut se concentrer ici sur l'image. Alors, si notre cristallin fonctionne moins bien, c'est toujours une possibilité. Et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent même faire une opération où on fait un petit trou sur le côté et on peut ajouter de façon assez permanente une lentille directement sur le cristallin. Ceci peut être intéressant pour ceux où le fait de porter des lunettes ou des verres de contact peut être plus difficile. Ça coûte beaucoup plus cher, mais j'ai un ami qui fait du vélo de montagne, et avoir des lunettes ou des verres de contact n'est pas idéal. Donc, en ayant l'opération, il se retrouve avec une excellente vision et cela fonctionne très bien pour lui. Donc, nos yeux, c'est comme un appareil biologique qui permet de concentrer la lumière pour qu'on puisse bien voir ici avec nos yeux. Donc, ça, c'est un peu l'information que j'ai pour vous aujourd'hui sur les yeux. Alors, je vous donne un instant pour regarder ceci. S'il y a des questions, vous me les posez. S'il y a une question à caractère scientifique additionnel que vous voulez poser, c'est le temps de le mettre dans le clavardage parce que je suis ici, bien sûr, pour répondre à vos questions. Donc, moi, je vais prendre un peu mon café. Ici, pourquoi fait-il plus froid en altitude? Ici, chiffre alphabet, une excellente question. Voyons voir. Ok, pourquoi pas. Ici. Ceci. Donc, on a une autre excellente question de chiffre alphabet. Et bien sûr, n'oubliez pas, je suis ici pour vous. Et bien sûr, on peut faire 1, 2 ou 3 questions durant notre session. Ça me fait toujours plaisir d'être là pour vous.
Très bien. Alors, en passant, j'ai continué avec en utilisant un nouveau logiciel pour faire mes streams et c'est tellement plus clair. Donc, j'apprécie que votre patience avec le temps que j'améliore nos sessions ici, bien sûr. Très bien. OK, donc, voyons voir. La question, je vais l'écrire ici. Pourquoi fait-il plus froid en altitude? Okay. Alors ici, on peut prendre différentes chaînes de montagnes pour l'altitude. On peut prendre, par exemple, les montagnes rocheuses au Canada, dans l'ouest du Canada. On peut penser aux Alpes ici en France. On peut penser à toute la chaîne de montagnes entre l'Inde et la Chine et le Népal où on a l'Everest. On a ici des grandes montagnes en hauteur. Maintenant, si on regarde l'altitude, souvent on utilise le niveau des océans comme élévation zéro. Et plus on monte en hauteur, plus on s'éloigne de celui-ci. Maintenant, il y a certaines choses à considérer. Donc, moi, je vais prendre la première chose. Si nous avons le Soleil, qui est ici, les rayons du Soleil, ici, vont venir sur les arbres aussi. Donc, ici, il y a une certaine chaleur qui est absorbée. Il y a de la chaleur qui est absorbée par les océans, par l'eau. Donc, la capacité thermique d'absorber de l'eau par les molécules d'eau est fantastique. Nous avons aussi les forêts ici. Ce sont des couleurs qui sont assez foncées. Ils vont absorber la lumière du soleil. Et donc, il y a une certaine... c'est assez tempéré ici. Et bien sûr, il peut y avoir des nuages qui peuvent garder une certaine quantité de chaleur. Donc, ça, c'est un peu à la base. Si vous allez en vacances en Méditerranée, vous avez ici la mer Méditerranée qui a une certaine chaleur qui fait que même sur la plage, c'est fantastique. Maintenant, l'eau est un fluide qui absorbe la chaleur. Nous avons les solides qui absorbent les chaleurs, mais il y a aussi les gaz qui acceptent les chaleurs, qui absorbent la chaleur. Où sont les gaz autour de nous? C'est bien sûr dans l'atmosphère. Donc, si on prend par exemple l'azote, l'oxygène, nous avons aussi le dioxyde de carbone, nous avons aussi d'autres molécules comme l'ozone, on peut avoir certains composés d'azote. Ce sont des molécules qui sont faites de plusieurs atomes. Et chose intéressante, c'est que les atomes ont une certaine masse, mais ils sont attachés ensemble par les électrons qui bougent très rapidement entre les atomes. Nous savons aussi que lorsqu'on a une matière et qu'on réchauffe la matière, les atomes vont bouger plus rapidement. C'est comme ça qu'on a, par exemple, de la glace, qui sont des molécules d'eau sous forme solide, qui ont un peu de vibration. Lorsqu'on réchauffe cette glace à une température plus haute que 0 degré, les molécules d'eau vont commencer à bouger plus rapidement. Et donc, on se retrouve avec un liquide qui est l'eau. Et si on fait chauffer l'eau encore beaucoup plus, celle-ci se transforme en vapeur et ces molécules d'eau vont devenir un gaz. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a un gaz, on a une certaine quantité d'énergie parce que c'est un gaz. Deuxièmement, on a les noyaux de ces particules qui bougent, mais lorsqu'on est à l'intérieur d'une molécule de ceux-ci, les atomes à l'intérieur des molécules vont bouger aussi parce que les électrons qui sont à l'intérieur de ceux-ci, qui gardent ces composés ensemble, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces électrons bougent plus rapidement. Alors, moi, j'aime bien voir ça comme étant comme si c'était comme si on avait, par exemple, nous avons
Prenons par exemple le CO2. CO2, on a un carbone, on a un oxygène et on a un oxygène comme ceci. Si vous pensez que les électrons qui tournent autour ici, comme ceci, font que ces atomes sont ensemble, mais si nous pensons que ces électrons qui attachent ces noyaux ici, si on pouvait penser que c'est comme si c'était des petits ressorts, et vous savez comment c'est un ressort, on peut les bouger facilement. Donc on a des molécules qui, lorsqu'ils ont plus d'énergie, ces molécules, même s'ils sont ensemble, vont absorber une certaine quantité d'énergie. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que l'atmosphère ici se retrouve avec de l'énergie absorbée par les molécules. De plus, si nous avons de la vapeur d'eau, le fait d'avoir de la vapeur d'eau, ça veut dire qu'il y a une certaine chaleur qui est à l'intérieur de cette vapeur. Donc, on a l'atmosphère, et ça, c'est le truc ici. On a ici l'atmosphère. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une certaine pression ici, qu'on appelle une pression atmosphérique, parce que la gravité attire les gaz vers la surface. Mais plus on s'éloigne comme ceci, moins qu'il y a de pression atmosphérique. Donc ici, il y a moins d'atmosphère, moins de pression, il y a moins d'atomes. Donc la quantité d'atomes par volume est beaucoup plus petite. Et si on arrive ici, il y a encore beaucoup moins de pression. Et s'il y a moins de pression atmosphérique, ça veut dire qu'il y a moins de gaz. Ça veut dire qu'il y a moins de possibilités de garder la chaleur. Donc, il fait plus froid. Quelqu'un va dire, oui, mais est-ce qu'on a des preuves qu'il y a moins d'atmosphère en hauteur? Alors, je viens juste d'avoir cette idée et moi, je trouve que c'est intéressant. Si on pense à l'Everest, par exemple, il y a toujours des personnes qui aiment essayer de grimper l'Everest. Chose intéressante, c'est que si cette personne ici est en difficulté, on ne peut pas envoyer un hélicoptère aller chercher cette personne. Et la raison pourquoi on ne peut pas aller chercher une personne avec un hélicoptère, c'est qu'il n'y a pas assez de pression d'air. Donc, lorsqu'on a ici ces pales de notre hélicoptère qui tournent, c'est on utilise la pression pour faire lever l'hélicoptère, mais s'il n'y a pas assez de molécules atmosphériques pour supporter cet objet volant, l'hélicoptère ne peut pas. Donc, il y a un maximum de hauteur en altitude qu'il peut aller. Est-ce que vous saviez que les avions, donc si on pense aux avions comme ceci, les avions ne peuvent pas monter aussi haut de façon sécuritaire pour passer par-dessus l'Everest. Habituellement, ils vont toujours passer autour pour s'assurer de la sécurité. Parce que pour les avions aussi, on a besoin d'une pression d'air. Donc ça, c'est une façon de pouvoir savoir qu'il y a moins de pression d'air en hauteur. Une autre preuve, parce que moi en science, j'aime bien avoir des preuves, j'écoutais un reportage d'alpinistes qui parlaient que lorsqu'ils faisaient un thé pour se réchauffer en altitude, leur thé était tiède ou même froid. Et il expliquait la chose suivante. Si nous sommes ici et que nous faisons par exemple du thé comme cela, il y a une pression d'air qui est comme ceci, qui fait que lorsque l'eau bout, ça prend une température de l'eau qui soit à 100 degrés Celsius. S'il n'est pas à 100 degrés Celsius, les molécules ne peuvent pas vibrer assez rapidement pour devenir de la vapeur. Mais cette personne disait que si on va en altitude comme ceci et qu'on veut faire un thé, la difficulté, c'est que
il y a beaucoup moins de pression atmosphérique qui retient ici notre eau. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est plus facile pour les molécules de pouvoir devenir de la vapeur. Et il disait qu'il se retrouvait avec une température qui est beaucoup plus basse. Il parlait de 70 degrés, mais si je me rappelle bien, c'est venu des États-Unis. Donc, c'est probablement 70 degrés Fahrenheit, qui est moins que la température du corps. Donc, il essayait de se réchauffer avec un thé, mais même s'il faisait le thé, ça ne le réchauffait pas. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est une autre preuve qu'il y a moins de pression d'air. S'il y a moins de pression d'air, moins d'atmosphère, s'il y a moins de gaz et tout, la chaleur ne peut pas être absorbée. Donc, il fait froid. Donc, on peut aller faire du ski dans les Alpes et c'est fantastique, même assez tard dans le printemps. Et ça peut commencer assez tôt à l'automne aussi. Donc, j'espère que ceci répond à ta question ici, chiffre alphabet. C'est une autre excellente question de ta part cette semaine. Très bien, très bien. Alors, prenons notre petite gorgée de café ce matin. Et moi, je vais voir ce quel sera le prochain sujet. Et si on a l'audience, voyons voir qui nous avons aujourd'hui. Nous avons ici chiffre alphabet. S'il y a une autre personne, je vous dis bonjour. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section clavardage. Ce sera fantastique. Voyons. Alors, peut-être que je pourrais vous montrer une autre chose que j'ai vue il y a quelques semaines. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Voyons voir si je peux le mettre ici. Voilà. Donc, je suis allé faire une marche. Ici, on va faire ça. Parfait. Je suis allé prendre une marche. Alors, je vais arrêter ça ici. Je suis allé prendre une marche il y a quelques semaines et je me suis dit, alors c'est un nouveau parc que je ne connaissais pas. J'ai dit, je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant que je vais voir. Et puis, à un moment, le soleil est arrivé. J'ai dit, ah, c'est très joli. Et il y avait des fleurs près de moi. Et lorsque je me suis concentré, j'ai remarqué qu'il y avait des tonnes d'abeilles partout. Alors, je me suis dit que je vais faire un petit vidéo de cela. Parce que c'était la première fois que je prenais le temps de regarder des abeilles butiner. Donc, on peut voir ici, alors on peut voir comme elles travaillent fort. Donc ici, oh, c'est une superbe photo. Nous avons ici une abeille, excusez, qui butine et va chercher le nectar et en même temps s'occupe de la pollinisation des fleurs. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'observer les abeilles. Si vous avez la chance, c'est souvent très, très discret. Souvent, on a dit, ah, il y a une abeille autour, on a peur. Mais lorsqu'on prend le temps d'apprécier ces insectes pollinisateurs dans leur environnement, on a toujours la chance de pouvoir apprécier le travail qu'ils font. Ils ne questionnent pas. C'est leur travail, c'est leur niche écologique et elles le font. Donc, je ne sais pas si j'essaie de la suivre un petit peu. Voilà. Regardez si c'est fantastique. Oups, voyons voir si je peux le retourner derrière. Voyons voir. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous aimez les insectes, mais c'est toujours quelque chose qui est fantastique de ce côté-là. Donc, j'ai pensé que vous aimeriez ceci, bien sûr. Et chose intéressante, il y a plusieurs insectes qui ne voient pas les couleurs. Donc, certains insectes voient les couleurs et c'est pour ça qu'il y a des fleurs colorées. Mais je sais qu'il y a des arbres qui ont des fleurs vertes. Et je sais qu'il y a quelques érables, il y a aussi quelques plantes. Et souvent, on voit l'arbre est vert, mais on ne prend pas le temps de remarquer que ses fleurs sont vertes. Ça veut dire que les insectes qui font la pollinisation pour ces arbres n'ont pas besoin de couleurs pour pouvoir trouver ces fleurs. Et donc, c'est plus facile, c'est moins d'énergie pour l'arbre de faire seulement des fleurs vertes. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Voyons voir. Et voyons voir, j'avais un autre petit vidéo, c'est celui-ci. Alors ici,
J'ai vu ces fleurs l'autre jour et j'ai trouvé que c'était fantastique. Mais lorsque j'arrêtais la caméra, j'ai remarqué il y avait des dizaines de bourdons qui étaient partout. On peut les voir. Et si on bouge un petit peu plus et on arrête, vous pouvez voir, tous ces bourdons qui font leur travail ici. Et pour ça, j'avais besoin d'arrêter et d'observer. Parce que là, maintenant qu'on le sait, prenez par exemple les premières images de ce vidéo. Si on fait seulement qu'à regarder ici, on voit des fleurs blanches et rien de plus. Ça nous a pris le moment de prendre le temps d'arrêter et d'observer pour voir ce qui se passe. Donc en science, que ce soit en sciences naturelles, que ce soit avec la physique ou la bio, quelquefois, oui, on a besoin d'appareils technologiques pour prendre des données, mais quelquefois, seulement faire l'observation nous aide beaucoup. Et ceci se fait, par exemple, voyons voir, on peut prendre des personnes qui s'occupent de la santé mentale comme les psychiatres. Les psychiatres ont une interaction avec leurs patients et vont utiliser la chimie pour essayer de les aider. Ça, c'est la psychiatrie. Par contre, il y a des psychologues qui, eux, vont utiliser un peu plus comment je pourrais dire ça, beaucoup plus d'observations qui ont été prises avec soit avec le questionnement, ils vont écouter les réponses, ils vont observer comment la personne bouge ou interagit avec les objets. Ça, c'est une autre science, une autre application, c'est un art même pour certains psychologues d'avoir un contact pour que les personnes puissent se sentir mieux. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Et bien sûr, on en a parlé, je ne me rappelle pas si c'est ici ou dans ma classe, mais lorsqu'on est en science, il y a ce qu'on appelle des données qui sont quantitatives, donc des données qu'on peut mesurer, comme des températures, de la pression, une réaction chimique. Ce sont des choses que l'on peut mesurer avec des unités de mesure. Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle des données qualitatives. Et les données qualitatives, ce sont ces qualités qui se rapportent à ce que l'on voit. Donc, on absorbe ces informations avec les sens. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut toucher. Et qu'est-ce qu'on peut sentir aussi. En science, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on pense que les appareils technologiques sont les meilleures choses du monde. Mais si on pense au changement climatique, souvent, on a beaucoup à apprendre de certains peuples, des Premières Nations, des Autochtones, dans certaines parties du Canada, surtout dans le Grand Nord. Ils n'ont pas, depuis des générations, des appareils technologiques qui parlent des changements climatiques, mais ils ont des histoires et des traditions. Et ils ont ces traditions orales où si on écoute, ils peuvent nous dire comment étaient les hivers, comment étaient les saisons il y a quelques années ou même plus loin dans le passé. Et donc, lorsqu'on parle de changement climatique, une des choses importantes, oui, les données sont importantes, mais c'est important de regarder ces connaissances humaines basées sur les histoires. Ce sont des données qualitatives qui peuvent entrer en corrélation avec les données quantitatives pour qu'on puisse bien sûr aider notre climat. Et ça, c'est, je me suis dit, quelque chose d'intéressant. Et voyons voir si je peux retrouver notre petite abeille. Voyons voir. Donc, j'avais deux. Voici une autre vidéo d'une autre abeille qui était de l'autre côté du sentier. Donc, est-ce que c'est la même? Je ne sais pas. Ça, on dirait la même. Voyons voir. Où est-ce? Est-ce que c'est celle-ci? Voyons voir. Voyons voir. Tiens. Ah, celui-ci, c'est un bourdon. Il est un peu différent. Et l'abeille qui est encore ici. Alors, sur ce, si vous avez une question supplémentaire, ça me fera plaisir de répondre à celle-ci. Sinon, je vous souhaite une excellente journée en ce samedi du 9 octobre 2021. Donc, prenez un instant pour penser à une question possible. Moi, je vais prendre une petite gorgée de café.
Et voyons voir. Et voilà. Donc, ceci sera notre session aujourd'hui. J'ai très apprécié votre présence, notre discussion. Chiffre alphabet, merci beaucoup de ta question aujourd'hui. J'apprécie tes questions hebdomadaires. C'est fantastique. Alors, sur ce, on se revoit samedi prochain, même heure à 10 heures. Et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, vous pouvez mettre des commentaires en bas du vidéo une fois que celui-ci sera mis en ligne. Comme ça, je peux répondre à ces questions. Parce que plus on a de questions, plus je peux vous aider comme communauté. Alors, au revoir.